Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Directeur de la Maison des Sciences et de l'Homme, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce colloque sur l'Indo-Pacifique et les routes de la soie. C'est un colloque qui va durer 3 jours et qui va porter, comme l'a dit notre collègue Pascal Boniface hier, sur finalement ce qui n'est pas une périphérie, mais ce qui est aussi même un centre, il y a un centre important, c'est-à-dire l'Asie-Pacifique. Je vais tout de suite laisser la parole au directeur de la Maison des Sciences et de l'Homme de Polynésie, Éric Comte, que je remercie pour tout le travail qu'il a effectué, que la MSHP a effectué pour préparer ce colloque, ainsi que sa secrétaire Elisabeth Lance, merci beaucoup, et qui ont fait un travail remarquable pour pouvoir nous réunir tous ici aujourd'hui. La parole est à Éric Comte. Merci. Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président, Monsieur le Contre-Amiral, Monsieur le Vice-président, Madame la représentante, chers collègues, chers amis, Yorana. Plus que jamais, nous vivons dans un monde complexe. Crise du multilatéralisme, attitude parfois déconcertante des États-Unis, ambition supposée insatiable de la Chine, volonté de tenir un rôle de la Russie, fragilité politique de l'Union européenne, les sujets d'inquiétude et de réflexion ne manquent pas. La Chine conduit avec constance, volontarisme et en usant de moyens colossaux la mise en place de ces nouvelles routes de la soie. Un projet certes économique et commercial, mais aussi, bien sûr, politique et culturel. La France, depuis 2018, a délaissé la notion d'Asie-Pacifique pour adopter le concept plus vaste et qui se veut plus intégrateur d'axe Indo-Pacifique. Il s'agit, comme le rappelait le président de la République le 23 octobre à La Réunion, d'une immense région comprise entre les côtes de l'Afrique de l'Est et celles de l'Amérique, concentrant 22% de la richesse mondiale et englobant les 2 bassins indiens et pacifiques dans lesquels la France est présente par ses territoires d'outre-mer. Mieux préciser les contours de cet axe dans les diverses dimensions géostratégiques, de lutte contre le changement climatique et pour la biodiversité, et bien sûr économique, est l'un des enjeux de ce colloque international. Mais il s'agit aussi d'instaurer un dialogue avec nos collègues de la zone Pacifique. Enfin, les territoires français du Pacifique étant des éléments essentiels de la France dans cette stratégie, il est important de s'interroger sur le rôle qu'ils pourront y jouer et sur l'impact que cela aura sur eux. Durant ces 3 jours, ce sont 26 communications qui seront présentées pour aborder le thème de notre colloque sous ses différents aspects. Cette vision multiple étant favorisée par les origines diverses des participants, Chine, France métropolitaine, Nouvelle-Zélande, Australie, USA, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, mais aussi par leur appartenance à des institutions de nature variée, universités françaises et étrangères, think tank, ministère des Affaires étrangères. Il est certain que cette pluralité des origines et des statuts va favoriser les points de vue multiples et les échanges intéressants, autant dans l'enceinte de ce colloque que lors des moments plus informels. On sait que dans les colloques, la plupart des discussions se font en dehors. Lorsque mes collègues Sémir Alouardi et Jean-Marc Regnault m'ont demandé de porter ce projet au sein de la Maison des Sciences de l'Homme, j'ai accepté avec enthousiasme et sans doute un peu de naïveté, eu égard à la masse de travail et de temps que nous avons dû consacrer à cet événement. Aussi, au risque d'en oublier, je voudrais remercier ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque, Elisabeth Lance, la secrétaire générale de la Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique, Virginia Godefroy, du service des relations internationales, et son directeur, le professeur Jean-Paul Pastorel, Stéphanie Akrouchi, la secrétaire du président de l'UPF, et bien sûr le président lui-même,
les étudiantes Sarah et Floriane, ainsi que celles qui ont assuré l'accueil aujourd'hui, la direction de la logistique, la direction des systèmes informatiques et le service de la communication de l'UPF. Je veux aussi remercier ceux qui ont contribué financièrement à la réalisation de cet événement, l'Université de la Polynésie française, le Fonds Pacifique, la présidence de la Polynésie française, le CNRS, l'Institut Confucius, l'équipe de recherche GDI. À tous, un grand maruru. Il me reste à vous souhaiter des échanges fructueux et pour ceux qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'à nous, des moments agréables à Tahiti. Maruru, maruru joa. Je passe maintenant la parole au président de l'Université de la Polynésie française, Patrick Capolsini, et j'en profite aussi pour remercier Stéphanie Accrochy qui nous ont énormément soutenus, et je peux dire que le président de l'université a réellement cru en ce colloque dès le départ, et son soutien a été capital. Tu avais force de persuasion, Samir. Bien, merci. Monsieur le haut-commissaire, monsieur le président, monsieur le commandant des forces armées, monsieur le premier vice-président, monsieur le vice-président de la Polynésie française, monsieur le procureur général, monsieur le président de l'autorité polynésienne de la concurrence, chers collègues, chers amis, Yaurana et Maeva. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être présents en si grand nombre aujourd'hui. Je vais être très bref et laisser rapidement la parole à monsieur le président de la Polynésie française, puis à monsieur le haut-commissaire, et introduire juste par quelques mots ce colloque, bien que Eric ait déjà dit beaucoup. L'Université de la Polynésie française est extrêmement heureuse d'accueillir ce colloque international sur ce sujet sensible et extrêmement intéressant de l'Indo-Pacifique et des nouvelles routes de la soie. Colloque qui se place dans la continuité du colloque Océanie convoitée, organisé en novembre 2016 à l'UPF et dont les actes ont été publiés aux éditions du CNRS. Un très joli ouvrage avec énormément de contributions extrêmement intéressantes. Le présent colloque est organisé conjointement par deux laboratoires de l'université. Le laboratoire GDI, Gouvernance et Développement Insulaire, et notre jeune et dynamique Maison des Sciences de l'Homme du Pacifique, unité de service et de recherche CNRS UPF. Comment définir le terme Indo-Pacifique? C'est une vaste question en vérité, mais une question à laquelle les conférenciers de ces prochains jours vont sans doute tenter d'apporter une réponse bien plus éclairée que la mienne. Pour ce qui me concerne, il me semble que le concept d'Indo-Pacifique s'est indiscutablement forgé dans une stratégie de parade, si l'on peut dire ainsi, à l'affirmation de la puissance politique, militaire et surtout économique chinoise. Toutefois, historiquement et géographiquement, cette région relève de définitions extrêmement multiples. Quelle qu'en soit sa définition exacte, sur laquelle il n'est pas si aisé de s'entendre, cette région est aujourd'hui indiscutablement le cœur d'une économie mondialisée, bien plus encore que l'historique bassin atlantique, berceau des échanges américano-européens. Dans le vocabulaire français, le terme Indo-Pacifique est particulièrement, entre guillemets, à la mode, depuis le discours d'Emmanuel Macron prononcé le 27 août 2018 lors de la conférence des ambassadeurs. Dans ce discours, le président de la République indiquait vouloir travailler conjointement avec l'Inde, la plus grande démocratie du monde, et l'Australie, afin de mettre en place un axe stratégique Indo-Pacifique dans lequel la France, forte de plus d'1 million de citoyens sur cette zone, aurait toute sa place. Ainsi, le président de la République a appelé nos ambassadeurs à, je cite, « décliner cet axe de l'océan Indien à l'océan Pacifique en passant par l'Asie du Sud-Est de manière résolue, ambitieuse et précise ». Je n'en dirai pas plus sur la stratégie diplomatique française, je n'en ai pas la compétence. Et sans doute, monsieur le haut-commissaire reviendra-t-il sur ce point, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Et l'Océanie dans tout cela, me direz-vous? Si cette vaste zone dans laquelle nous nous trouvons demeure un univers largement américanisé et anglophone, nul ne peut contester qu'elle est devenue aujourd'hui l'une des nouvelles routes de la soie de la République populaire de Chine, dans le cadre de sa stratégie d'expansion. Indo-Pacifique, Océanie, nouvelle route de la soie. Voilà bien incontestablement les mots qui constituent le cœur même de ce colloque. Les 3 journées qui débutent aujourd'hui sont chargées, mais le programme s'annonce riche et surtout passionnant. Je ne vais pas vous dresser le menu de ces 3 jours, puisque dans quelques minutes, notre collègue Jean-Marc Regnault, co-organisateur de cet événement, vous donnera tous les détails de ces 3 journées. Toutefois, la seule lecture du programme atteste de la qualité des intervenants et de l'intérêt des sujets qui y seront abordés. Avant de céder la parole aux autorités du pays et de l'État, je souhaite remercier tous les collègues, moi également, qui ont participé à la mise en place de ce colloque et qui n'ont pas ménagé leur temps et leurs efforts pour que ce colloque puisse se tenir aujourd'hui.
notamment le professeur Éric Comte et Elisabeth Lance, qu'on a déjà remercié à plusieurs reprises, mais je pense qu'ils le méritent tous les deux grandement, de la Maison des sciences de l'homme. Les docteurs Sémir Alouardi et Jean-Marc Regnault du laboratoire JDI. Enfin, je tiens à remercier M. Pascal Boniface et Mme Valérie Niquet, qui nous font l'immense plaisir d'être aujourd'hui parmi nous. Ils ont accepté de faire un si long voyage pour nous permettre à tous de bénéficier de leur expertise dans le domaine des relations internationales et stratégiques. Merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous 3 jours d'échanges riches et intenses, et je n'en doute pas. Merci beaucoup. Maruru, Marururoa. Merci, Monsieur le Président de l'Université. Je passe la parole au Président de la Polynésie française, que je remercie pour son aide et son soutien à travers le Fonds Pacifique. Et j'en profite pour remercier Thierry Nounfat pour sa collaboration avec nous. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci bien. Monsieur le Haut-Commissaire de la République Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président de l'Université de Polynésie française, Monsieur le Directeur des sciences de l'homme du Pacifique, Contre-amiral, Mesdames et Messieurs les universitaires, chercheurs, Mesdames et Messieurs les conférenciers, Mesdames et Messieurs les partenaires, il ne faut pas oublier, Mesdames et Messieurs les invités qui sont venus de bien loin pour se joindre à nous pour cette conférence, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'être convié à cette ouverture avec cette prise de parole devant un parterre d'éminents spécialistes et experts. Je souhaite naturellement la bienvenue à tous les invités venus du monde pour participer à cette belle rencontre. Soyez les bienvenus en Polynésie française. Merci à Monsieur le Président de l'Université de Polynésie française de m'offrir cette opportunité de m'exprimer devant vous. Le sujet qui nous est proposé est d'un grand intérêt et d'une grande réalité pour nos pays insulaires du Pacifique. C'est ce qui justifie donc ma présence parmi vous. Et je crois que ça va être la première fois que je parlerai vraiment publiquement de notre position vis-à-vis de ces relations que nous avons avec la République populaire de Chine et surtout de notre position vis-à-vis de cette route de la soie. Avant d'aborder ce sujet de la route de la soie et de l'axe Indo-Pacifique, il est important, je pense, de vous livrer quelques éléments de contexte géopolitique et géostratégique liés à notre position dans le Pacifique. Tout d'abord, la Polynésie française, il faut le rappeler, est membre du Forum du Pacifique depuis septembre 2016. Cette organisation politique régionale rassemble les 18 pays indépendants et autonomes du Pacifique. Notre présence active au sein du Forum et des autres organisations du Pacifique, telles que la Communauté du Pacifique, nous permet de bien connaître l'état d'esprit et les préoccupations de nos amis du Pacifique. Sur ces 18 membres du Forum, 16 sont des petits États, voire même de tout petits États, et pays insulaires. C'est pour vous dire que les caractéristiques communes de notre insularité nous rapprochent et ont une influence essentielle sur nos différentes problématiques de développement, de connectivité, de résilience au changement climatique et de nos relations de coopération avec les grands pays de ce monde. C'est un premier élément important du contexte géopolitique. L'autre élément de type géostratégique est singulier. Il est singulier à la Polynésie française. Il s'agit de sa position géographique dans l'hémisphère sud du Pacifique oriental. À l'instar de Hawaï, au nord, la Polynésie française est la porte sud vers les Amériques. Hawaï et la Polynésie française sont les deux portes, nord et sud, qui s'ouvrent vers toute la façade pacifique des Amériques. C'est pour cette position géographique, nous le pensons en tous les cas, que les États-Unis, au lendemain de l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941, se sont intéressés à la Polynésie française et en particulier à Bora Bora, comme site militaire de ravitaillement
pour leurs opérations de reconquête du Pacifique et surtout de protection du continent américain. Au XXIe siècle, cette position géographique à l'entrée sud du Pacifique reste un atout stratégique, géostratégique, pour toutes les formes modernes de connectivité. Je veux parler des voies aériennes, maritimes, de télécommunications par fibre optique. Le grand couloir de l'hémisphère sud du Pacifique, qui pourrait relier l'Asie et l'Amérique du Sud, est pratiquement aujourd'hui inexploité. C'est le vide. C'est un couloir intéressant pour les grands pays d'Amérique du Sud et d'Asie qui sont en train de développer, d'intensifier leurs échanges commerciaux et diplomatiques. De cette réalité géographique, la Polynésie se situe sur un axe de circulation qu'elle pourrait transformer en atout de développement. Nous sommes situés sur l'axe Amérique du Sud-Asie. Ces éléments de contexte doivent être présents dans nos esprits afin de mieux comprendre notre perception et notre vision des deux initiatives que sont la route de la soie et l'axe Indo-Pacifique. Tout d'abord, sur le sujet de la route de la soie. La Polynésie française n'a pas formellement demandé ou été approchée par la Chine pour figurer sur cette route. Cependant, les relations entre la Polynésie française et la République populaire de Chine se sont construites depuis 2003. Ces relations sont devenues des relations d'amitié qui ont conduit les différents gouvernements polynésiens à signer un protocole d'accord avec l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, le fameux APCAE. Ces bonnes relations entre notre pays et la Chine ont permis de nombreux échanges entre nos deux pays, par des entreprises, par des autorités politiques, par des autorités communales ou gouvernementales, ou par des étudiants. C'est ainsi que la société Hainan a acheté 2 hôtels en Polynésie. Ils exploitent ces hôtels depuis 3 ans et tout se passe sans difficulté. On peut même être fier que Hainan ait promu la première directrice polynésienne d'un hôtel, Madame Rose Richemont, à la tête d'un prestigieux hôtel, le Hilton de Moorea. Ces bonnes relations entre nos deux pays ont également amené la société chinoise Tianrui International à créer une société polynésienne, Tahiti Nui Ocean Food, pour un projet de ferme aquacole à Haon. L'acquisition des hôtels de Moorea et Bora Bora est en fait aujourd'hui, au moment où je vous parle, la seule affaire qui est aboutie en 15 ans de relations d'amitié avec la Chine. C'est donc par l'intérêt commun manifesté par des investisseurs privés chinois et par tous les gouvernements polynésiens de tous bords que la Chine a choisi de placer la Polynésie française sur la route de la soie. Pour ma part, j'estime que notre place sur cette route de la soie est un signe de crédibilité, un signe de sérieux et de fiabilité. Grâce à cette reconnaissance, nous sommes ouverts aux investisseurs privés chinois, comme nous le sommes vis-à-vis de tout investisseur américain, français, européen, samois ou néo-zélandais, dans des secteurs d'activité débouchant naturellement sur les marchés extérieurs comme le tourisme ou l'aquaculture. Je parle bien de secteurs d'activité économique débouchant sur l'extérieur. Je ne différencie pas un investisseur américain d'un investisseur chinois, s'ils sont honnêtes. Ils sont tous dignes de confiance, quelle que soit leur nationalité. Pourquoi faire de différence? J'ajoute également que tout investisseur doit respecter les règlements, les lois de la Polynésie française, notamment en matière environnementale et fiscale. Aucune dérogation ne sera possible. En revanche, je serai très clair sur le fait que la Polynésie française ne confiera jamais ses investissements publics à des opérateurs étrangers.
quels qu'ils soient, les investissements publics resteront toujours sous la conduite du pays. C'est la garantie de la souveraineté politique et financière de notre pays. En résumé, il faut savoir tirer les potentialités de cette route de la soie, tout en préservant notre âme, notre dignité et notre autonomie. Certains me posent la question, mais quel est notre intérêt vis-à-vis de cette route de la soie? Alors je dirais, quelle belle coïncidence. Au moment où je vous parle, le premier d'entre nous, le président Emmanuel Macron, est actuellement en Chine et reçu avec tous les honneurs à l'occasion du premier salon des importations de Shanghai. C'est un signe fort de la bonne santé des relations et des échanges économiques avec ce grand pays d'Asie. C'est la concrétisation d'intérêts réciproques entre la France et la Chine, qui a commencé en 1964 avec la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle. En outre, il y a une longue histoire entre les Polynésiens et les Chinois. Il ne faut pas l'oublier. Nos amis chinois sont arrivés à Tahiti il y a 155 ans pour travailler la terre. Les Polynésiens les ont acceptés. Ils se sont intégrés, ont fondé des familles jusqu'aux Marquises, aux Australes, aux Tuamotu et aux îles sous le vent. Leur acharnement au travail, leur sens de la famille et leur comportement économe les ont petit à petit et après plusieurs décennies menés à la prospérité. Il y a ainsi entre les Polynésiens et les Chinois un socle culturel bâti sur une histoire née il y a plus de 150 ans. De cette histoire plutôt réussie entre nos deux communautés, il y a presque naturellement une sorte de considération et de respect mutuel entre la Polynésie française et la République populaire de Chine. Il faut comprendre cette histoire pour comprendre notre enclin à dialoguer et à coopérer avec la Chine aujourd'hui. Dans ce monde agité et chargé de conflits, nous remarquerons que la Chine reste à l'écart ou évite de créer des tensions internationales, comme tout pays. La Chine a aussi des problèmes internes, bien sûr. Pour la Polynésie française, il est plus aisé de construire des relations d'amitié et de coopération avec un pays, la Chine, qui n'est en conflit avec personne. Concernant l'axe Indo-Pacifique, nous avons découvert cette idée, effectivement, à la suite d'un discours du président de la République tenu à Nouméa en mai 2018. C'est une annonce très intéressante venant d'un grand leader européen et qui marque une volonté politique nouvelle à l'égard de notre zone, à l'égard du Pacifique. Ayant un passeport européen et attaché à la République française, j'applaudis tout naturellement à ce que la France ait un regard, enfin, attentif à cette région. Je plaide pour que l'Europe soit présente et politiquement active dans cette région, en s'appuyant sur ces 3 pays et territoires d'outre-mer de cette zone. Je parle des pays et territoires d'outre-mer européens, que sont la Calédonie, Wallis et Futuna, et bien sûr, la Polynésie française. Je considère donc cette initiative du président Macron comme une offre supplémentaire et alternative pour nos pays du Pacifique vis-à-vis de la route de la soie. À cet égard, il convient de donner du corps et du concret à ce concept d'axe Indo-Pacifique. De mes derniers entretiens avec le président de la République, je le lui ai dit. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un corps et du concret à ce concept d'axe Indo-Pacifique. La France et l'Europe doivent décliner les objectifs, doivent décliner les moyens qu'elles veulent définir pour un rapprochement et une coopération entre le Pacifique et tous les pays qui seront sur le chemin de cet axe Indo-Pacifique. Face à l'isolement géographique, nous, pays insulaires, sommes confrontés au quotidien à des défis. Défis de la transition énergétique et climatique. L'océan est notre vivier économique.
Protéger nos océans, c'est protéger nos peuples, nos ressources et surtout protéger l'avenir de nos enfants. L'axe Indo-Pacifique doit pleinement occuper ce créneau environnemental dans la construction de la coopération avec le Pacifique. C'est pourquoi, chers amis, je ne veux pas opposer ou mettre en compétition les initiatives de la route de la soie et de l'axe Indo-Pacifique. Ce serait une erreur, une grosse erreur. Ces deux initiatives de la route de la soie et de l'axe Indo-Pacifique sont des outils de coopération que chacun de nos pays insulaires peut utiliser dans l'intérêt durable de leur développement. Nous, pays du Pacifique, devons considérer que ces deux offres, présentées par deux grandes puissances, la Chine et l'Europe, sont compatibles et sont une chance pour chacun de nos États ou pays du Pacifique. Ces deux initiatives sont donc les bienvenues pour notre région. Elles seront bien accueillies dès lors qu'elles viennent soutenir des projets définis et conçus par les pays du Pacifique. Des projets qui répondent à leurs besoins vitaux ou à leurs besoins de développement économique. Autrement dit, ces deux initiatives ne doivent pas être perçues par les pays du Pacifique comme des outils subtils de nouvelle domination ou d'une forme de nouveau néocolonialisme. Ces deux initiatives doivent être bénéfiques pour promouvoir la paix et l'amitié entre nos peuples, pour l'essor économique, pour le combat contre le changement climatique, pour la connectivité des peuples, pour la concorde universelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et vous voyez que la position de la Polynésie française est tout à fait originale. Je voudrais juste corriger une chose. Je ne vous ai pas salué, Amiral, au début. Bienvenue, Amiral. Je voudrais aussi remercier avec Jean-Marc Regnault, je ne l'ai pas fait au début, l'Institut Confucius et l'Institut diplomatique qui ont bien voulu partager avec nous ce colloque pour apporter justement tous les points de vue. Nous avons estimé que sur le plan scientifique, il fallait que tout le monde puisse s'exprimer. C'est pour ça que l'Institut Confucius a gentiment voulu apporter son aide. Je passe la parole à Monsieur le Haut-Commissaire. Bienvenue. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Amiral, commandant les forces armées de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Université de Polynésie française, Mesdames, Messieurs, en souhaitant bien sûr la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis l'Hexagone ou depuis d'autres pays, en saluant également les représentants du Consulat général de Chine. Donc bienvenue aussi à tous. Donc j'étais très heureux de répondre à votre invitation que vous m'avez faite, Monsieur le Président, de participer à ce colloque, qui est prometteur, on le voit, de débats stimulants. Explorer les nouvelles routes de la soie et la problématique indo-pacifique, c'est en effet étudier l'un des sujets majeurs de la géopolitique actuelle et sa déclinaison régionale dans le Pacifique. C'est pourquoi j'ai aussi salué cette organisation de ce colloque international ici à Tahiti, parce que vous démontrez ainsi le dynamisme et l'excellence de l'Université de Polynésie française, je vais en dire un petit mot, et sa capacité à animer le débat sur des sujets qui sont en prise directe avec le monde contemporain, en rassemblant pouvoirs publics, experts, chercheurs éminents. Il suffit de voir la liste des invités. Et vous nous invitez aussi à prendre localement la mesure des ambitions internationales qui sont aujourd'hui à l'œuvre, comme vous rappelez aux différents échelons nationaux que les politiques mondiales ont un impact sur les territoires. Vous venez de le dire, Monsieur le Président. Car nous avons bien conscience en Polynésie française que les nouvelles routes de la soie constituent une stratégie mondiale à laquelle de nombreux États de la zone Indo-Pacifique ont fait connaître leur adhésion, y voyant en effet d'indéniables opportunités de développement économique en termes de commerce, d'infrastructures, de tourisme, et souvent accompagnées d'offres de financement intégrées. La Polynésie française, c'est une évidence, est immergée dans cet ensemble indo-pacifique, qui, il est vrai aussi, concept, cela a déjà été dit, est un concept récent dû à des évolutions de fond
et dont la concrétisation peut apparaître brutale à certains moments. En effet, on est passé d'un monde qui apparaissait immuable pendant longtemps, caractérisé par une domination occidentale, et qui s'est avéré par sa transformation d'une grande complexité, certes porteur de développement économique et de richesse, mais aussi de dangers potentiels. Cette évolution peut être en effet source de tension dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Et nous sommes ainsi passés du concept Asie-Pacifique, qui lui-même traduisait l'émergence d'un centre politico-économique majeur, à un concept plus vaste, celui d'axe Indo-Pacifique. Et dans cet espace, chaque partie prenante a sa vision, il faut bien le dire. C'est les routes de la soie, de la Chine, c'est la notion de complément dynamique des deux océans portés par le Japon, c'est la zone prioritaire de défense des États-Unis, qui concentrent leurs forces sur fond de rivalité sino-américaine, c'est l'émergence de la puissance de l'Inde. Ce sont des éléments qu'on ne pouvait pas identifier il y a encore quelques années. C'était des concepts portés certes par quelques chercheurs, mais qui ne s'imposaient pas, je dirais, dans l'ensemble des commentaires qui sont réalisés aujourd'hui. Bref, tous les ingrédients peuvent sembler réunis pour générer de la tension dans cette zone stratégique pivot. L'Indo-Pacifique est ainsi devenu un sujet majeur pour tous les principaux acteurs de la région, vous l'avez dit, allant de l'Afrique de l'Est aux côtes du Pacifique américaine. Et cette vision nouvelle doit surtout permettre de surmonter les tensions pour contribuer au développement, à la connectivité, à la sécurité de ce grand ensemble, et donc de rechercher la mise en place d'un espace de paix. Et la France doit pleinement s'intégrer dans cette évolution mondiale. Le président de la République a indiqué, je cite, « Je crois que la vocation de la France est ce qui correspond à la nécessité du temps présent. C'est d'essayer de peser sur cet ordre du monde avec les actes qui sont les nôtres pour ne pas céder à quelque fatalité que ce soit, mais tenter de bâtir un ordre nouveau. » Et par ce biais, Emmanuel Macron souhaite que la France, par sa présence dans l'océan Indien et l'océan Pacifique, soit une puissance d'équilibre, ce qui passe par une approche partenariale et multilatérale. En effet, le multilatéralisme est au cœur, déjà depuis plusieurs mandatures, on peut le dire, des politiques françaises, et notamment, bien sûr, en matière de relations internationales, mais aussi en matière économique, et ça c'est important et certainement nouveau, en matière économique, climatique et technologique. Alors la France suit bien sûr avec attention ces développements, notamment parce que 7 collectivités d'outre-mer françaises se situent dans la zone Indo-Pacifique. Il y a la Polynésie française, évidemment, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, la Réunion, Mayotte, mais il ne faut pas oublier non plus les terres australes et antarctiques françaises, et même Clipperton, même si c'est un peu loin, amiral, on n'y va pas tous les jours. Et ce sont presque 1,7 million de Français, avec l'actualisation des chiffres qui résident dans ces territoires du Pacifique et de l'océan Indien, plus 150 000 Français qui sont expatriés dans la région, et 8 000 militaires qui sont au total positionnés sur l'ensemble de ces zones. Et ces 7 collectivités, avec les TAF, représentent 93% des 11 millions de kilomètres carrés qui composent notre zone économique exclusive. C'est donc la deuxième ZE au monde après celle des États-Unis, et donc la France, par ce biais-là aussi, s'intègre pleinement dans cet espace Indo-Pacifique. La ministre des Armées, Mme Florence Parly, a exposé le 1er juin dernier, lors du forum de Shangri-La à Singapour, les 5 priorités de la stratégie française de défense dans cette zone. C'est la protection de nos intérêts, territoire comme zone économique exclusive contre toute menace, crime organisé, terrorisme, atteinte à notre souveraineté nationale, protection des pêches par exemple, la stabilisation régionale aussi à travers la coopération militaire et de sécurité, la préservation du libre accès aux voies maritimes de communication qui sont des voies commerciales mondiales, la mise en œuvre d'actions multilatérales pour contribuer à la sécurité internationale, notamment en termes de prolifération nucléaire, et enfin la prise en compte des conséquences du réchauffement climatique dans les risques de déstabilisation sécuritaire de la région. Cette approche multilatérale de liberté de circulation, c'est une notion diplomatique connue, ancienne, mais qui connaît un regain d'actualité par, je dirais, l'évolution géostratégique dans la zone. Et la paix, la sécurité, la stabilité sont les prérequis nécessaires à l'essor de toute autre activité humaine, et la France fait partie des puissances qui œuvrent quotidiennement à leur maintien partout dans le monde.
Cependant, la stratégie française dans la zone Indo-Pacifique poursuit aussi d'autres objectifs. Vous avez tous suivi le déplacement du président de la République il y a 2 semaines à Mayotte et à La Réunion. Emmanuel Macron a souligné la place stratégique de cette région. Je refais également des sources communes en matière. Un espace, il a parlé de cet espace Indo-Pacifique qui représentera bientôt 25% de la richesse mondiale et qui est au cœur de tous les flux commerciaux internationaux. Il s'agit donc de saisir les opportunités qui se dessinent aujourd'hui en termes de dynamique commerciale nouvelle permise par une démographie en pleine extension. Et cela rejoint vos préoccupations, Monsieur le Président, de faire en sorte aussi que la Polynésie profite de cet environnement. Et la redéfinition des organisations sociétales, notamment en milieu urbain avec des populations toujours plus connectées, consommatrices de réseaux intelligents, d'énergie renouvelable, ouvre de nouveaux marchés pour nos entreprises. C'est en se positionnant dans ce nouvel espace commercial en plein essor que nous pourrons améliorer notre compétitivité. Il y a plus de 7000 filiales d'entreprises françaises qui se sont installées dans cette zone, qui comprend par ailleurs 6 membres du G20. L'Australie, la Chine, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie et le Japon. Donc ça fait une très grande densité, je dirais, de partenaires de haut niveau. Et en effet, cette zone Indo-Pacifique est attractive, car elle est d'abord un concept maritime, on l'a vu, qui s'appuie sur l'interdépendance des 2 océans, Indien et Pacifique. Et les voies commerciales qui relient l'Europe et le Golfe Persique à l'océan Pacifique, en passant par l'océan Indien et le Sud-Est asiatique, sont devenus d'importance stratégique pour le commerce mondial. Il y a la quasi-totalité, une grande partie du commerce maritime qui passe par ces zones. Et notre monde, par ailleurs hyper connecté, ne pourrait plus fonctionner sans les centaines de câbles sous-marins qui sillonnent ces 2 océans. Et d'ailleurs, le souhait de la Polynésie française d'être en quelque sorte un hub en matière de connectivité de câbles sous-marins doit être souligné, parce que là, il y a une carte importante qui est à jouer en la matière. Donc cet espace maritime, composé par ces 2 océans, recèle d'immenses potentiels qui doivent être davantage explorés. Mais cela suppose aussi une utilisation durable et raisonnée de ces ressources, et ceci sera un enjeu crucial pour l'humanité, pour lutter contre le réchauffement climatique et asseoir la protection de la biodiversité. Le président de la République l'a dit, il souhaite que ces sujets soient abordés lors de sa prochaine visite en Polynésie française. Ça doit être aussi au cœur de nos réflexions. Ce sont des enjeux susceptibles de remettre en cause, en effet, des équilibres mondiaux de paix et de sécurité en raison des différents risques qu'ils comportent, tels la raréfaction des ressources alimentaires, mais aussi en eau, ou encore la prolifération des risques sanitaires. C'est des exemples de coopération très pratiques avec les pays voisins, ce qui est fait d'ailleurs, je voudrais citer comme exemple la coopération que nous menons avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie en faveur des populations océaniennes qui sont touchées par des catastrophes naturelles au travers d'un accord qui s'appelle l'accord France. Et chaque fois que ces accords sont mis en œuvre, c'est à partir des moyens qui sont d'ailleurs déployés par les forces armées de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française qui jouent ce rôle d'appui aux populations. Et donc, dans leur région, ces territoires français sont, je veux dire, des avant-postes de la France, mais aussi de l'Union européenne. Il faut insister sur cette dimension et sur cette participation de l'Union européenne. Et le soutien aux initiatives multilatérales sera l'un des moyens que la France emploie et emploiera aussi à cette fin, car avec les États de la zone et les organisations régionales, elle partage un socle de valeurs communes, un ordre, je le rappelle, mondial, fondé sur le respect de la règle de droit, la libre circulation, le libre-échange. C'est ça qui doit nous guider tous, et ce sont les valeurs qu'on peut partager avec les pays concernés par-delà les approches spécifiques qu'on peut avoir. Et j'en suis intimement convaincu que ces valeurs sont bien partagées dans toutes ces régions. J'ai pu moi-même en avoir l'expérience quotidienne pendant plus de 4 ans dans l'océan Indien lorsque j'étais préfet de La Réunion et préfet de Mayotte. Et je le vois aujourd'hui en Polynésie française. Et je peux ainsi témoigner de la solidité des liens qui se sont noués entre les collectivités françaises et leurs voisins. Et des échanges constants qui se nouent entre eux, qui doivent être des échanges naturels, parce que ce sont des échanges aussi qui sont vitaux. Et la Polynésie française est en train de s'insérer pleinement dans ce grand ensemble
des pays du Pacifique. Il n'y a pas longtemps, il y avait les présidents des assemblées des pays voisins qui étaient présents ici à Papeete. Et ça, on peut dire que loin de conférer, de se traduire par un isolement, l'insularité oblige à s'ouvrir aux autres. Et cette approche globale, ouverte, respectueuse de chacun des partenaires, s'applique aussi, et j'en viens aux relations avec la Chine, qui est au cœur de la problématique des routes de la soie, s'applique aussi aux relations avec la République populaire de Chine, et donc aux routes de la soie. Et pour reprendre les mots du président de la République, la France et la Chine entretiennent une alliance complémentaire dans la zone Indo-Pacifique. Cela a été rappelé cette nuit pour nous, dans le cadre du déplacement d'Emmanuel Macron, pour ceux qui ont pris l'actualité tôt ce matin. Et ce partenariat est ancien, cela a été dit, j'ai eu l'occasion de le dire lors des 70 ans de la République populaire de Chine. C'est le général de Gaulle qui a été l'un des premiers leaders occidentaux à reconnaître, en 1964, la République populaire de Chine. Alors on ne va pas remonter trop loin dans l'histoire, mais nos relations récentes aussi s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat stratégique depuis 2004, et de nombreuses coopérations existent dans des domaines variés. La France a d'ailleurs exprimé tôt son souhait d'être associée au projet des routes de la soie. Et sur tous les sujets, le dialogue entre la France et la Chine est direct et franc, pour employer des termes diplomatiques. Ami du Quai d'Orsay. La visite du président chinois en France en mars cette année a été l'occasion aussi de réaffirmer un certain nombre de principes communs. Et je reviens sur l'attachement au multilatéralisme, qui est un leitmotiv. Toujours revenir sur ce sujet, notamment pour la lutte contre le changement climatique ainsi que le respect de la souveraineté des États. C'est le développement d'un partenariat économique et commercial mutuellement bénéfique, équilibré et transparent. Chaque terme a son importance. Le refus des guerres commerciales et du protectionnisme, sujet d'actualité. La collaboration sur des projets concrets dans le cadre du partenariat stratégique entre la France et la Chine et des nouvelles routes de la soie. Et ça peut être des projets en Polynésie française. Donc nous suivons tous depuis hier avec un grand intérêt le deuxième déplacement d'Emmanuel Macron en Chine. Il y aura certainement des développements encore dans les heures qui viennent. Et cette visite est fortement marquée par une dimension commerciale. Il y a une quarantaine d'accords, je crois, entre entreprises qui sont prévus, mais pas seulement. Et la présence dans la délégation emmenée par le président de la ministre allemande en charge de l'éducation et de la recherche, ainsi que du commissaire européen chargé de l'agriculture, reflète la volonté de la France de porter aussi une ambition européenne dans cette zone et dans nos relations. Donc dans cette zone Indo-Pacifique, la France a ainsi à cœur de promouvoir des relations fondées sur le respect mutuel, l'équilibre, la transparence des échanges, le respect du droit et des normes sociales et environnementales. Pour la France, pour l'Europe, ces valeurs ne sont pas des particularités culturelles, mais sont essentielles à la promotion de la paix et de la prospérité dans l'Indo-Pacifique, comme ailleurs dans le monde. Pour terminer, j'ai pu voir la diversité dans les invités des compétences des intervenants présents à ce colloque, et je suis sûr que cela va permettre de riches échanges. Et je tiens à féliciter tous les organisateurs qui ont participé, et je vais donc vous souhaiter tout simplement de bons travaux sur ces grandes réflexions, mais qui vont marquer les années à venir, y compris ici en Polynésie française. Donc bonne journée de travaux, et puis aussi il faut profiter de l'accueil et de la culture polynésienne, c'est pas un vain mot. Merci. Merci, monsieur le haut-commissaire.